Un seul sujet domine l'actualité ce mercredi 15 novembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est les discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcés devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le dernier discours du quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités ce matin. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons deux invités ce matin. Serge Ntseka sera face à Joël Cadet pour analyser, décrypter le discours du chef de l'État, le dernier discours de son quinquennat. Serge Ntseka, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux fidèles téléspectateurs qui prennent l'antenne ce matin pour suivre Kiosque et aussi à l'équipe de ce jour. Voilà, Ntseka. Parlons du discours du chef de l'État, sans plus tarder, plus de 2 heures du temps. Durant Félix-Antoine Tshisekedi devant les députés, les sénateurs, les invités, on a vu le corps diplomatique. Alors, comment vous avez apprécié ce discours du chef? Ouais, c'est, je crois, un discours historique, en ce sens que c'est le tout dernier pour cette mandature, donc le dernier discours qui a beaucoup plus des allures des discours bilan de l'état de la nation, parce que le chef de l'État s'est concentré sur les réalisations des 5 ans qui ont constitué son mandat. Mais je voudrais dire une chose avant de revenir au discours du chef de l'État. Il y a le service géologique national du Congo, qui est l'organe gouvernemental mandaté pour effectuer des recherches dans le domaine géologique, quoi. Donc savoir exactement où se trouvent les richesses du Congo, de tous ordres, du pétrole au minerai, en passant par tout ce qui peut être trouvé dans le sous-sol congolais. Ces services organisent un grand meeting ce matin à Hilton Hotel. C'est une structure qui est méconnue. Tout le monde dit, nous sommes un pays riche, immensement riche, mais cette richesse est constituée de quoi? Enfin, le Congo a un organe qui s'occupe de ces domaines-là, c'est-à-dire la prospection, la recherche et aussi la conservation, donc la protection de ces espaces-là. Aujourd'hui, on n'aura plus des actions telles que des étrangers qui viendraient ici à coup d'argent pour prendre des espaces et commencer à exploiter par devers la République démocratique du Congo. Une information à mon sujet important à livrer au public. Le chef de l'État s'est exprimé devant les deux chambres, mais aussi devant la nation. C'était discours sur l'état de la nation. Il a passé en revue tous les secteurs de la vie, presque tous les secteurs de la vie. Il fallait le faire. Il fallait le faire, mais beaucoup plus dans le sens des bilans, des redditions des comptes, en disant nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait. Et à la fin, ça a pris un peu les allures de campagne, mais ça ne pouvait pas être autrement, parce que c'est lui qui a géré et qui a un bilan à défendre devant la nation. Il ne pouvait pas s'en passer de parler de son bilan, mais à la fin, la question qui se pose, je crois que la personne qui a un rôle difficile en ce moment, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Les autres n'auront rien à prouver. Les autres candidats, le 25, n'auront rien à prouver. Tous viendront avec des accusations, des observations, de remarques. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait. UDPS, pendant 30 ans, a fait ce rôle, a joué à ce rôle-là. De regarder ceux qui étaient au pouvoir, de critiquer, de dire des choses. Et les autres aussi, comme UDPS hier, ont le beau rôle, parce que vous n'avez aucune obligation de résultat, de critiquer. Et c'est là où on se rend compte que la critique est aisée. La critique est aisée. Alors, le chef de l'État, je crois, très sûr de lui, on a vu un Félix Tshisekedi déterminé, qui, pour certains, ont eu l'impression qu'il récitait des mémoires alors qu'il y avait des prompteurs. Hein. Il est en train de lire. Il y avait deux prompteurs qui lisaient. Ça aussi, il faut noter que c'est une avancée par rapport une première, je crois, dans les cérémonies officielles, dans ce qui concerne le prononcé des discours. Le chef de l'État a parlé de la situation
Et si on peut aller palier par palier. Alors, c'était d'abord de façon générale. Oui, oui. Donc, par rapport à l'organisation, tu étais là. Le protocole a connu quelques heures de retard, mais la manifestation a eu lieu. Sur le plan esthétique, moi je veux dire, sur le plan esthétique, j'ai noté que derrière les chefs de l'État, il y avait un bois qui ne collait pas. C'est quand même la nation. Je crois, la sommité. On doit veiller aux détails. On devrait veiller aux petits détails. Il y avait l'estrade blanc, mais qui de l'autre côté était vraiment foutu. C'était pas beau à voir. Et sur le plan technique, les amis de la RTNC vont m'excuser, mais c'est vrai qu'il a plu. Est-ce qu'on doit prendre ça comme excuse? Et on a eu quelques minutes où le son n'est passé pas. Le son n'est passé pas. Alors, on attend la numérisation de la diffusion, parce que nous sommes à l'ère du numérique. C'est-à-dire au niveau des diffusions, que si on est en train de zapper sur les canaux où se trouve la RTNC, je ne veux pas faire la publicité ici, on trouvera que nous avons, parce que la RTNC est nationale, c'est notre chaîne nationale, n'a pas la bonne qualité comparée même aux certaines chaînes africaines, quoi. Donc il faudrait que des efforts soient aussi réalisés dans ce secteur-là, et surtout quand il s'agit d'un événement qui n'intéresse pas seulement le Congo. Et je le dirai ici pourquoi. Mais le monde entier, parce que le Congo aujourd'hui intéresse le monde entier pour plusieurs raisons. Alors si on doit livrer un produit made in Congo, je pense qu'il doit être marqué du sceau de la qualité, de la bonne qualité, sans image impeccable. Et on n'est pas encore là, malheureusement. Ça, c'est sur le plan de la forme. Heureusement, je peux dire ça, les chefs a parlé de la réforme de la RTNC, de la CP. Je crois qu'au point où nous en sommes, hein, ce ne sont plus des projections. Nous devons être dans du concret. Et je pense que le chef de l'État a fait un effort pour montrer exactement ce qu'il a fait. Prenons l'exemple de la presse, quoi. Il y a des lois qui ont été prises, et il y a la loi qui va être mise en application, je l'espère, pour la protection des journalistes et pour un meilleur exercice du métier du journaliste. Mais il y a d'une part la loi, des efforts qui ont été consentis, et l'UNPC qui va, je l'espère, va en congrès. Et le premier, c'était à Mwanda. Le chef a promis de moyens conséquents pour permettre à l'UNPC de faire son congrès et de se choisir. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, l'UNPC traverse une période de crise qui ne dit pas son nom, entre les présidents et certains organes internes. Alors, de la théorie, c'est-à-dire la loi qu'on a écrite et tout, qui doit être appliquée, et à la réalité, il y a un vide. Parce que l'exercice du métier de journaliste devient de plus en plus dangereux. Le journaliste est la personne la plus vulnérable, la plus exposée à la fois. C'est-à-dire, on peut vous attaquer pour un oui, pour un non, et cette loi-là ne protège pas, sur le plan opérationnel, l'exercice de métier des journalistes. C'est-à-dire, il y a une part des efforts qui ont été réalisés, qu'on peut reconnaître en termes de texte, mais dans leur application, dans leur interprétation, ce n'est pas l'avantage du journaliste. Aujourd'hui, on peut vous prendre, si une personne va se plaindre pour quelque chose que vous aurez dit, supposé dit, et vous faire arrêter. Donc, à un certain moment, même en prenant la parole chaque matin, comme nous le faisons là, c'est vraiment à nos risques et périls, parce qu'il peut ressortir une phrase qui peut énerver la sensibilité, l'ego de quelqu'un, et puis vous vous retrouvez dans des pétrins, seul, avant que j'aide et tous les autres puissent intervenir. Donc, je crois, par rapport à cet aspect-là, il y a quelque chose à faire. Et puis, on commence d'abord, on nettoie d'abord nos écuries, la qualité du journaliste. Aujourd'hui, on nous reproche d'être des caisses à résonance, d'être pro-politiciens. C'est-à-dire, les politiciens aujourd'hui ont le beau rôle, ils se taisent, et ce sont les journalistes qui viennent pour faire leur débat. Les débats journalistiques ont disparu.
Les débats d'idées, des chocs d'idées, la distance entre le fait politique et la personne qui l'analyse n'existe plus. Il y a des gens qui sont prêts à s'insulter, à ne plus se parler, justement parce qu'ils ont des divergences. C'est dangereux, ça n'aide pas, parce que la presse a aussi une responsabilité, autant que l'opposition, autant que la société civile, d'aider au développement du pays dans tous les secteurs, quoi, dans tous les aspects. Alors, on reste sur le secteur de la presse, avant d'aborder d'autres points évoqués par le chef de l'État lors de son discours. Il dit que ça va mieux avec la liberté de la presse qu'avant. C'est-à-dire que durant ces 5 ans, ça va mieux. Il dit même qu'on a gagné 30 places gagnées en 4 ans dans le baromètre mondial des Reporters sans frontières. Je veux parler comme journaliste. Est-ce qu'il y a 5 ans, je vis mieux hier qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 5 ans, je suis mieux protégé hier qu'aujourd'hui? Il y a 5 ans, il y a moins de journalistes en prison mieux qu'aujourd'hui? Non, non, il y a des efforts, il faut le reconnaître, qui ont été réalisés sur le plan de réflexion, sur le plan de conception. Mais sur le plan opérationnel, en réalité, sur le plan réel, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Comment transformer ces lois-là en réalité? Comment les appliquer? Comment faire que le journaliste vive mieux? Parce que le journaliste, c'est aussi un citoyen. C'est un parent. C'est quelqu'un qui a le droit de vivre dignement. Est-ce que cette loi-là protège les journalistes? C'est parce que nous sommes là seulement, nous sommes invités quand il faut aller répondre. Hein? C'est-à-dire que on vous charge de quelque chose. Même le tribunal des pairs de l'UNPC n'a pas beaucoup d'importance. On vous défère devant les gens qui ont institué le tribunal des pairs. Quand ils ont des différends avec les journalistes, ils font fi de cette loi-là, ils vous traînent devant le tribunal normal, comme ça, on vous traite comme un malfrat. On vous traite vraiment comme un criminel. On vous arrête avant de vous entendre. Alors, ce sont des situations qui ne permettent pas une meilleure façon de faire le journalisme, un meilleur exercice de cette profession. Des intentions à la réalité, il y a un pont. On aimerait que les chefs de l'État puissent s'impliquer davantage, les ministres de communication, Mouyaya, journalistes et lui-même, de surcroît, puissent s'impliquer avant la fin de ce mandat. Pour que nous puissions... de 2 mois, moins de 2 mois, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il faudrait combien de temps pour qu'on puisse dire qu'on ne peut pas arrêter un journaliste pour des propos liés pour des points de position, des points de vue, ou imposer à un journaliste de vous livrer ses sources? Parce que vous n'avez pas aimé, parce que vous avez pensé qu'il y a eu des fuites dans vos services pour démasquer le top. Il faut coincer les journalistes pour qu'ils vous livrent des sources. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc, par rapport à la réalité, on doit encore... Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire en ce qui concerne... Raison pour laquelle, de plus en plus, nous avons une presse orientée. On va aller au débat ici avec les candidats présidents. On a sélectionné les journalistes. Je ne veux pas émettre un point de vue parce qu'il s'agit des journalistes chevronnés, des confrères, des amis. Mais dans l'opinion, les gens trouvent à redire. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la tête des gens, on nous a étiqueté Gisèle est de telle tendance, Serge est de telle tendance, celui-là est avec celui-là. Et on verra ce qu'on va voir. Il y a des candidats qui seront très mal à l'aise devant certains journalistes parce qu'étiquetés. Je ne dis pas que c'est comme ça. Hein? Donc, je parle vraiment de manière respectueuse. Étiquetés dans la tête de certains comme étant proches d'eux. Et vous allez vous retrouver avec un politicien qui est de notre bord. On peut voir ce que Noël Tchani a fait à Jean-Pierre Kayembe, donc quelqu'un qui risquera de quitter les plateaux et de partir parce que ne se sentant pas à l'aise du fait de la présence seule du journaliste. Donc, c'est de notre responsabilité comme journaliste de laguer cette image-là, d'enlever cette image-là qui nous colle à la peau aujourd'hui, d'être des journalistes proches d'eux, près d'eux, amis d'eux. Merci Serge Tsek. Alors on prend un autre point évoqué par le chef de l'État, c'est le départ de l'EAC, de la MONUSCO.
il est temps pour la RDC de devenir l'acteur principal de sa souveraineté, a-t-il dit? En fait, nous avons été acteurs de notre destinée pendant une trentaine d'années ici, pendant 32 ans pratiquement. Pendant une trentaine d'années, on n'a dépendu de personne. Et chaque fois qu'il y avait quelques soucis ici sécuritaires, on invitait soit les Français, les Marocains. Ils étaient invités et ils ont combattu aux côtés des forces armées de ce pays. Et après, ils sont rentrés chez eux sans demander des terres, sans demander des diamants, sans prendre des véhicules, des officiels et partir avec dans leur pays. Et si le chef de l'État le dit, je pense que là, ce sont des fibres nationalistes qui vibrent en lui. C'est-à-dire un pays normal devait être capable de s'autodéterminer. Nous ne pouvons pas être des éternels assistés. Le budget, tenez, le budget de la MONUSCO, c'est 1,5 milliard, presque, de dollars. Le budget de la République démocratique du Congo était à 5, 6, pendant longtemps, 5, 6, voire 7 milliards. C'est-à-dire que la MONUSCO avait pratiquement le 6e ou le 5e de notre budget pendant 20 ans. Mais pour quel résultat? Sans méconnaître l'apport de la MONUSCO, surtout par rapport aux premières élections, la réunification, on ne méconnaît pas. Mais à un certain moment, la MONUSCO a démontré aussi ses limites. Et tous ceux qui sont arrivés, il y a des mutualisations des forces avec l'Ouganda. Mais l'Ouganda est étiqueté comme agresseur, comme pays agresseur. L'Ouganda et le Rwanda se sont rentrés dedans à Kisangani. L'Ouganda a été condamné au paiement de milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Et pensez-vous, même dans la tête des Congolais qui vivent dans ces zones-là en conflit, voir encore ces armées-là qui viennent pour imposer la paix, je pense que ce n'est pas cohérent. Non, y compris l'EAC qui aussi garde dans son sein le Rwanda. Le Rwanda qui est cité dans tous les rapports, cité dans tous les discours des officiels congolais comme un État qui soutient la rébellion en République démocratique du Congo. Et c'est le Rwanda qui se trouve dans une organisation dans laquelle nous sommes tombés comme un cheveu dans la soupe. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème. Respectueusement, la MONUSCO devrait partir, mais partir, oui, pour être remplacé par quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable de faire face à cette guerre seule, l'armée. Je ne sais pas s'il faut parler des capacités, parce que il y a des duplicités, il y a des trahisons, il y a une volonté manifeste de tous ces acteurs que nous venons de citer ici, de garder le Congo dans cet état. Parce que c'est déjà un business. Si vous avez, appelons-le comme on appelle à Kinshasa, une coopération qui vous apporte 1,5 milliard par an. Vous savez, ces gens-là vivent en bourgeois. C'est 1,5 milliard le budget de la mission de MONUSCO en République démocratique du Congo. Partir, il y aura des gens qui vont devenir chômeurs, qui ne vivront plus comme ils vivent maintenant. Et si on chasse tous les autres là, et nos voisins n'aimeraient pas nous voir dans la stature du Zaïre de Mobutu, un pays fort, un pays qui règne sur la sous-région. Non. Merci, ils ont intérêt à nous voir. Je dis tous, le 9, tous, même si ils sourient avec vous comme ça, mais au fond d'eux, ils voudraient que nous soyons dans le pétrin. Merci, Serge. Alors, Joël Cadet vient de nous rejoindre. Bonjour, Joël. Bonjour, madame. Je m'excuse pour le retard. Vous entrez directement dans le sujet. C'est les discours du chef d'État, les seuls sujets du jour. De façon globale, générale, comment est-ce que vous analysez ces discours du chef, le dernier discours de son quinquennat? Bien avant, je voudrais présenter, si vous me permettez, mes condoléances à madame Gisèle Ngungua, qui est vraiment portée en pâture par certaines mauvaises langues, dont celle de M. Georges Mawin, Nanomemba et Mbanza, Dani, qui disent qu'elle aurait arraché l'organe génital de son époux et l'aurait conduit à la mort, ce qui est
faux et archi-faux. C'est qui Gisèle Mbembe? Elle est ministre provinciale Au Katanga. Katanga. du Haut-Katanga, en ok. charge des familles, genre et familles. Cet opprobre jeté sur Madame Gisèle me conduit à démentir toutes ces fausses informations sur elle. C'est une fille que je connais, c'est une sœur, c'est une amie que je connais, avec qui nous avons commencé cette profession, mais au moins elle a choisi la politique, elle a choisi d'être avocate. Je lui présente toutes mes condoléances et dément tout ce qui se dit sur elle. Et même le père de M. Abdoul est intervenu pour démentir toutes ces informations, et notamment le frère Abdoul, qui est India Omari, avec qui j'ai passé quelques années à l'université de Lubumbashi, ont tous démenti cela. Okay. En ce qui concerne le discours du chef de l'État, je me réjouis d'une seule chose, c'est dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où nous sommes allés, si vous permettez, où il a réussi et il s'en est félicité. J'ai accepté et j'ai aimé que le temps se soit arrêté quand il a entamé ce processus, quand il a commencé à parler de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il a vanté la gratuité de l'enseignement, il a parlé des salaires des enseignants. Oui. J'aimerais vraiment, en tout cas, y aller par les chiffres qu'il a donnés, parce que c'était tellement excellent. 138 000 à 400 quelques comme ça. Oui, donc j'aimerais retrouver ces discours. Non, mais c'est 100 et quelques à 400, oui. Nous sommes partis, le salaire de l'enseignant parti de 150 000 francs congolais en 2018, et aujourd'hui on est à 408 000 francs congolais. Outre la prime de gratuité. C'est fameux pour un père de famille, pour quelqu'un qui Madame, a des s'il vous plaît, enfants, est-ce que vous savez que doit éduquer, est-ce que vous savez que l'EPSD a plus de la moitié des fonctionnaires de l'État aujourd'hui? Il y a des provinces où il n'y a ni entreprise ni industrie. Il n'y a que l'EPSD. Savez-vous que quand j'ai été à Katanda, dans la province du Kasaï oriental, savez-vous qu'il y a des enseignants qui sont mariés à 2-3 femmes, tout simplement à cause de l'augmentation de ce salaire. Donc il ne faut pas comparer les 408 000 francs congolais là à ce que je ne sais qu'à dépense quand il est à Capella avec moi. Il dépense cet argent-là parce qu'il en a. Mais quand vous êtes à Katanda, non. Il faut pas comprendre que non, lorsque je m'appelle sur Chaba par exemple, il dépense 200 $. C'est la même chose que lorsqu'on est à Katanda. L'industrie à Katanda, c'est l'EPST, c'est l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ces salaires, c'est consistant pour ceux qui sont à Katanga. Non seulement pour ceux qui sont à Katanda, parce que au-delà de ça, il faut y ajouter la prime de gratuité, la prime de la brousse, la prime de gratuité pour ceux qui sont en ville et ceux qui sont dans les chefs-lieux de province. Et il faut ajouter également la prime de loyer et consort, et il faut ajouter la prime de la brousse pour ceux qui sont dans les territoires. Nous sommes partis aujourd'hui, par exemple, madame. Nous avons 6 millions d'enfants qui ont retourné sur la voie de l'école. Avec la gratuité. Écoutez-moi, madame. Vous savez, le français que nous parlons, moi et Serge Tseka ici, ce n'est pas le français qu'on a appris à l'université. C'est le français acheté à l'école primaire. Moi, dans ma famille, moi, je parlais Chiluba. Le français, je l'ai appris à l'école. Et donc, ce français-là, c'est l'école primaire. Lorsqu'on vous donne les basiques, ça veut dire l'enseignement primaire, mais c'est tout. Vous ne payez ni la qualité, hein? Avec la qualité, Joël Cadet. Alors, nous prenons de façon d'abord globale, Joël Cadet, je reste avec vous. Beaucoup de gens ont réagi par rapport à ces discours. On dit que les chefs devaient aussi reconnaître les failles. Quelles sont les failles qu'il faut reconnaître? J'aimerais en connaître, peut-être que vous êtes très très informés. Nous sommes partis, je reste dans le secteur de l'enseignement. On est ainsi parti avant 2018 à 14 milliards. Dans le secteur de l'enseignement, on a déjà reconnu, et vous avez parlé des efforts, hein, des efforts que tu avais. Vous répondez à ma question, de façon générale. Les failles, non. Écoutez, on est sur la terre, on n'est pas au ciel. Toute œuvre humaine doit avoir
quelques failles. Parce qu'elle est une œuvre humaine. Qu'il faut reconnaître. Oui, qu'il faut reconnaître. Il s'est fait entourer des gens qui étaient des chômeurs en Europe. Des gens comme les Bisselélé qui n'ont jamais travaillé quelque part. Des gens comme des Topins qui n'ont jamais travaillé quelque part. Des gens comme un journaliste, Eric Nindou, qui n'a jamais conseillé quelqu'un en communication. Pourquoi vous faites entourer des médiocres? Que voulez-vous? Mais alors, dites-moi, ce sont des failles qu'il faut reconnaître. Ce sont ces gens qui l'ont amené, par exemple, à signer les accords avec l'EAC. L'EAC qui est à la base de la guerre que nous connaissons. L'agression rwando-ougando-burundaise. C'est l'EAC, à la base. C'était les Kenyans, c'était les Érythréens, c'était les Éthiopiens. Mais vous allez vous associer à ces gens. Mais ce sont ces collaborateurs des anciens chômeurs de l'Europe qui se sont tapés des immeubles au Canada, en Belgique, avec l'argent qu'ils ont gagné ici. C'est une œuvre humaine. Mais quand vous regardez quand même la volonté de mieux faire, en tout cas, cette volonté-là est reconnaissable en Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aurais été Eric Nindou, ou bien aurait été Serge Nseka qui serait à sa place, il vous aurait amené à Katana, vous allez voir de nouvelles écoles construites. Vous partirez à l'Équateur, au sud d'Ubangi, vous allez voir des écoles, des centres de santé qui ont été construits. Le mal de Tshisekedi, c'est parce qu'il n'a pas un service de communication efficace pour le vendre. Tshisekedi se vend seul. On étouffe ses œuvres. Non, mais moi je crois que le directeur de cabinet, son directeur de cabinet, Guilain Nyembo, son directeur de communication, M. Eric Nindou, le combattent. C'est tout ce que je peux dire. En dehors de ça, ce que Tshisekedi a fait, s'il aurait eu un chargé de communication comme Jean-Marie Kassamba, parce que Jean-Marie nous a vendu dans ce pays, je l'ai dit, sur son propre plateau, il nous a vendu les tramways. Jean-Marie nous a vendu le TGV. Jean-Marie nous a vendu les avions. Mais cela n'a pas empêché qu'on puisse critiquer Joseph Kabila. Non, mais au moins Jean-Marie nous a vendu du vent. Jean-Marie Kassama nous a vendu du vent, madame. Jean-Marie Kassama nous a vendu du vent. Et il y a des gens qui ont été séduits tout simplement à cause de la campagne de Jean-Marie Kassamba. Mais quand vous regardez ce que Tshisekedi a fait, c'est du béton. Nous avons, vous et moi, traversé pour aller à l'université de Kinshasa. Nous avons traversé de rond-point Yolo Médical jusqu'à rond-point Ngaba pour partir de Ngaba vers Makala. On était obligé de prendre le pouce-pouce. Parce qu'on nous avait jeté de la terre jaune sur la terre et ça avait créé une boue. Mais dans moins de 9 mois, Tshisekedi a fait de cette avenue du béton. Les avenues de la commune de Kasavubu n'étaient plus fréquentables avant Tshisekedi. Mais aujourd'hui, aller sur Force, aller sur Sayo, aller sur Chaba, mais ce sont des avenues en béton. Alors, Joël Kadé, est-ce que, par exemple, pour vendre l'image du chef, est-ce que vraiment, il faut... Oui, c'est normal que la communication aussi fasse son travail, ou bien que la population doit palper du doigt. Par exemple, dans les paniers de la ménagère, par exemple... Panier de la ménagère, madame, lorsqu'on augmente un salaire, par exemple, à plus de 800%, est-ce que le panier de la ménagère n'a pas connu un changement? Merci Joël. Alors, nous prenons notre secteur. Hein. Oui, mais je voudrais avant répondre à la question que vous avez posée à Joël Kadé par rapport aux difficultés. Hein, donc, je le dis comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées. Les chefs l'a signifié. Les chefs l'a signifié. Mais entre le côté conception, il y a des lois, des cadres institutionnels qui ont été mises sur pied et tout. Et le cadre opérationnel, je rejoins Kadé quand il dit dans la réalisation, presque dans tous les secteurs, dans la réalisation, même dans ce qui est succès du chef de l'État. Nous avons le programme APDL 145 territoires qui rejoint aussi l'aspect enseignement, mais là il y a l'administration, il y a aussi la santé, où il y a des ouvrages qui sont en train de construire. Maintenant, on est en train de réceptionner. Dans des autres, j'ai été dans le nord Ubangi,
où les élèves étudiaient dans un palmeraie, sous les palmiers. Les bancs, c'était des bambous. Et il y a des bâtiments qui s'est dressés à côté. Ce sont des avancées. Mais les services après-vente, le suivi même de ces travaux, la raison pour laquelle aujourd'hui les opposants ont le rôle facile, parce qu'ils peuvent tirer facilement sur Félix Tshisekedi, tirer entre guillemets, sur Félix Tshisekedi, comme s'il ne fait rien, parce que dans son entourage, il n'y a rien qui se fait dans le sens de vendre. Le président, je prends un secteur, la décentralisation. Le chef de l'État s'est demandé s'il ne faudrait pas changer le mode de scrutin des gouverneurs. On sait comment les gouverneurs sont élus. Cette territoriale des originaires, cette territoriale, mais aussi que 2 mois après, on doit faire partir les gouverneurs. D'une part, parce que le gouverneur lui-même se comporte en pot-à-temps, c'est tout parce qu'il s'est dit je suis proche du chef de l'État, je suis du même bord que le chef de l'État, et d'autre part, le député qui sont là, qui attendent aussi, c'est-à-dire plus de 60%, 70% des budgets de nos provinces vont au fonctionnement, à l'entretien des députés, des institutions, plus que des institutions, des personnes, c'est-à-dire des ministres, gouvernements, des ministres provinciaux et des députés, et sans compter le bureau de chambre. C'est-à-dire, le format là n'aide pas au développement. La Constitution dit, on va organiser les élections pour la première fois au niveau des communes et des territoires, mais pour quel résultat? On peut déjà prévoir, tel qu'on est là avec Cadet, prévoir ce qui adviendra demain. C'est-à-dire, on n'aura pas de résultats. On ne va pas impulser les développements à la base, ce qui est justement le rôle de ces institutions provinciales, de gérer les problèmes à la base, de répondre à la base. Ça ne sera pas possible dès lors que les gens qui sont là sont redevables à ceux qui sont à Kinshasa, aux mollahs des partis politiques qui sont là, qui attendent leurs enveloppes. Disons-les. C'est-à-dire, c'est ce côté-là que, peut-être qui n'est pas ressorti, mais à contrario, on peut comprendre que la décentralisation, depuis 2005, depuis 2006, bat de l'aile. Quand on prend l'exemple de la ville de Kinshasa, et je ne trouve pas assez de mots pour le dire. Même les services publics, tels que la DGRK aujourd'hui, je prends un exemple comme ça en passant, qui est censé ramasser, récolter l'argent pour aider au développement de la ville, peine parce que les gens ont une image pas bien, je le dis poliment, de la gestion de la ville. Quand on écoute le pasteur Godin Pouy, l'ami à mon ami Joël Cadet ici. Non, il n'a jamais été mon ami, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'attacher. Vous n'êtes plus ami. Non, je n'ai jamais été. Alors nous prenons le secteur de l'économie. Quand on écoute Godin Pouy, on a comme l'impression qu'on est dans une autre planète, parce que les autorités qui étaient censées travailler ensemble pour le bien-être de la population, le propos de l'un n'aide pas le travail de l'autre. Le propos du président de l'Assemblée provinciale n'aide pas le travail du gouvernement provincial. Donc, quand le gouverneur dit « j'ai besoin d'argent pour faire l'assainissement », il n'en trouvera pas, parce que les gens vont dire « donnez-nous d'abord les 150 millions que le pasteur Godin Pouy avait dit ». Ça sape les efforts, ça tue la communauté. Voilà. Et c'est pas ça la décentralisation. L'économie va mieux en 2023. Non, restons d'abord un peu sur la territoriale, comme l'a soulevé Senseka. Je n'ai jamais été ami à Godin Pouy. Je ne connais pas, malheureusement. Je lui ai serré la main, je crois, une seule fois lors d'un congrès à l'Assemblée nationale. Madame, la Constitution doit être révisée. Cette Constitution qui a été rédigée par les anciens belligérants, pour que tous se retrouvent, elle accorde 70% de notre budget aux institutions. C'est-à-dire aux ministres, gouverneurs, gouvernements provinciaux, donc ministres provinciaux, députés provinciaux, et la population ne peut pas se retrouver dans cette cacophonie. Tshisekedi l'a hérité, je crois que peut-être lors de son second mandat, il pourra se battre pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel comme lui dans toutes les provinces. Donc, et qu'on puisse arrêter cette histoire de gouvernements provinciaux, de parlements provinciaux, parce que
ce sont des institutions budgétivores pour rien. Et si on ne peut pas atteindre l'élection du gouverneur au suffrage universel, que le gouverneur soit nommé et révoqué par le président de la République. Parce que si nous restons dans cette cacophonie ici, regardez madame, la ville de Kinshasa par exemple, quand vous prenez la province du Haut où elle est, aujourd'hui c'est le gouverneur qui signe l'autorisation de fonctionnement de coopératives. Mais ces coopératives-là n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font recours aux Chinois. Et ce sont les Chinois qui font maintenant l'exploitation semi-industrielle ou semi-artisanale avec des conséquences graves sur l'environnement, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la faune et de la flore. Ça, c'est Christophe Nanga qui le fait, avec des coopératives comme ça. Mais si le chef de l'État a le pouvoir, l'impérium, de destituer un gouverneur comme celui-là, il l'aurait fait. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Kinshasa. Vous avez un gouverneur qui gère la ville comme sa propre poche. Il n'arrive jamais au bureau. Il arrive au bureau à 14 h. Et autour de son propre immeuble, il y a l'eau. Quand il pleut, il ne peut même pas accéder à son bureau. Allez-y regarder les salles, les toilettes de l'hôtel de ville. Il y a 2-3 jours, les gens ne savaient pas travailler. Parce que ça dégageait de partout l'odeur nauséabonde. Qu'est-ce que le gouverneur peut faire? Qu'est-ce que le président peut faire avec un gouverneur comme celui-ci qui a été récompensé pour avoir tué des gens à Maindombe? Il n'a pas le pouvoir de les mettre. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce que ce sont les députés provinciaux et lesquels députés provinciaux ont été placés dans sa poche. Parce qu'il a pris un crédit dans plusieurs banques pour leur acheter des jeeps, pour leur acheter des maisons. Merci Joël Ils ne peuvent rien. Alors nous revenons sur le discours du chef de l'État. L'économie, il a salué l'économie du pays. Il dit que ça va mieux qu'avant. Non, il a salué la résilience que nous nous sommes imposés. En 2018, on était comment on appelle, les taux de croissance, on était à 1,5%. Aujourd'hui, on est à 6%. Ça a été reconnu par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale. Il faut le reconnaître que ça a avancé. Mais j'ai toujours emprunté ces mots à mon aîné Diana lorsqu'il dit les gens confondent les chiffres avec le reste. Parce que quand on parle des taux de croissance, ça ne veut pas dire... Le vrai problème maintenant, c'est la répartition de cet argent entre Congolais. C'est ça. Ce qui pose problème. Jean-Marc Kabound avait décrié du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, alors qu'il était premier vice-président, que les institutions prennent beaucoup d'argent. En tant que législateur, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il l'avait dit. C'est parce que lui-même s'est retrouvé dans cette opulence, il s'est retrouvé bénéficiaire de cette opulence. Il dit non, en tant que premier vice-président, je ne peux pas avoir les avoirs que j'ai. Mais si on peut revoir les institutions et répartir d'une manière honnête, d'une manière équitable, d'une manière, je ne sais pas si j'étais suivi, si on peut répartir d'une manière équitable, d'une manière honnête, ce que gagne notre budget à toute la population, je crois que les choses peuvent changer. Si on peut réduire le train de vie des institutions, madame, si on peut réduire ce que l'on paie au ministre, ce qu'on paie au président de la République, ce qu'on paie au cabinet du président de la République. Kamere s'était vanté, lors de son procès de 100 jours, d'avoir augmenté 3 fois le salaire des agents et fonctionnaires de la présidence de la République. À tel point qu'il y en a qui se retrouvent avec 30 000 $, 15 000 $, et le moins payé percevrait à ce jour 10 000 $. C'est-à-dire vous entendre parler, c'est que ça n'a pas marché dans ce secteur économique. C'est ce que vous avez Non, là. ça marchait par rapport aux avancées. Mais maintenant, le problème reste autour de la répartition de ce que l'on gagne. Il faudrait que la répartition soit équitable. Ce qui n'est pas normal aujourd'hui parce que beaucoup d'argent vont vers les institutions.
Merci, Les Joël. assemblées L'état professionnelles. de Et siège aujourd'hui, prend on a notre point, ajouté les conseils urbains, on a ajouté les conseils municipaux. Donc, et encore, ça va davantage peser sur le panier de la ménagère. Voilà. Voilà. Il y a l'état des sièges, il a dit que ça a permis de mettre fin à la fraude je vais prendre minière. les deux. Oui. Oui, je crois que sur le plan de l'économie, finance, il y a eu une embellie, notamment par l'augmentation du budget. Croissance de 6%, c'est énorme. Alors, je me pose la question, nous analysons, quand on parle de croissance en Europe et en Afrique, c'est la même chose, parce que croissance de 6% en Europe, c'est-à-dire c'est beaucoup d'argent, c'est-à-dire que vous allez sentir dans la vie de chaque jour un allègement des facilités que nous n'avons pas. Depuis le président Kabila, quand on parle croissance ici, on prend quels indicateurs? On prend le bois, on prend le minerai, on prend le pétrole, de produits qui n'ont pas d'incidence directe dans la vie de chaque jour. Raison pour laquelle il y a la question que vous avez posée justement, c'est cette sorte d'écart. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais dans ce secteur-là, il y a des gens qui investissent, des multinationaux qui sont là, aussitôt l'argent qui rentre et il va à l'étranger. L'argent ne restait pas ici. L'argent de mining ne restait pas au Congo. L'argent de pétrolier ne restait pas au Congo. Ce qui reste, c'est une infime partie. Raison pour laquelle, pour matérialiser, pour formaliser, pour que cet argent rentre dans l'économie réelle, dans ce qu'on appelle la microéconomie, parce que là, nous sommes dans la macro, il faudrait que des organisations telles que les agences de sous-traitance, puissent avoir leur part telle que prévue par la loi. Dernièrement, on était avec le ministre Mouya et avec le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, M. Kateb. C'est-à-dire que si on applique cette loi, l'argent circulerait au Congo. Et on parlerait vraiment, le peuple ressentirait dans ces conditions-là le besoin, donc les retombées de cette croissance-là. Les croissances, si c'est au niveau macroéconomique, ça nous passe par-dessus la tête et puis c'est stratosphérique. Personne n'en profite et c'est difficile à voir, même si le chiffre le donne, mais dans la vie, sur le plan sociétal, ça ne marche pas. Le chef de l'État a fait parler, parce que c'était bilan. L'état des sièges a apporté quelque chose de concret, c'est-à-dire à empêcher la contrebande, à empêcher les pillages des matières premières. Ça, c'est une réalité. Et comprenez l'énervement de Kagame qui a multiplié. Lui qui était taiseux au départ, s'est mis à s'énerver, à dire des choses. C'est-à-dire que l'état des sièges sur ce plan économique a permis d'empêcher les pillages. Mais les ressortissants ne reconnaissent pas ça, ils montrent toujours la mettre fin, les ressortissants. Non, mais justement, quand on pille, on encercle des zones, on pille, ça sort, ça va au Rwanda, elles ne sont pas au courant de ça, pas nécessairement. Mais sur le plan sécuritaire, c'est là où se pose le problème. Ça n'a pas apporté le résultat escompté dans ce sens que ça aurait été mieux que l'état des sièges puisse sécuriser, permettre aux paysans d'aller dans leurs champs, cultiver, et gagner et vendre. Mais ce qui est arrivé là, c'est pas toujours la même chose, c'est pas le résultat attendu. Il y a une conférence qui devait se tenir justement pour évaluer les retombées de cet état des sièges. Mais en tout état de choses, je pense que ça a été, en ce moment-là, une mesure salutaire pour ne serait-ce que stopper un tant soit peu la désorganisation, parce qu'il faut dire aussi à ces niveaux-là, il y a toujours des trahisons, des gens qui jouent à un double jeu, des gens qui jouent avec l'ennemi, et de manière à ce que la meilleure situation pour faire le business, c'est la guerre, c'est l'insécurité. Merci Serge. Alors les magistrats, il a promis d'augmenter leur salaire. Oui, les magistrats, maintenant, il faudrait qu'ils puissent respecter ce qui a été décidé par le Conseil supérieur de la magistrature pour que tous les nouveaux magistrats puissent aller en province. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, par exemple, de la province du Kasaï, à Ilebo, il n'y a pas de magistrats. Ce sont les policiers qui arrêtent, ce sont les policiers qui instruisent, ce sont les policiers qui jettent des gens en prison, et il n'y a pas de jugement. Ilebo, Moueka,
Luebo, même les infrastructures, comme il en a parlé, ça n'existe plus. Et pourtant, Luebo a été le chef-lieu du district du Kasaï, qui devrait en principe être le chef-lieu de la province du Kasaï, mais on l'a délocalisé par rapport à la force des Maker Mwango et Bochab, qui ont voulu que ça soit à Chikapa. Mais n'eût été le cas, en principe, c'est Luebo qui devrait abriter le chef-lieu de la province du Kasaï, qui était à l'époque le chef-lieu du district du Kasaï. Mais il n'y a pas de magistrats là-bas. J'aimerais que l'on puisse, maintenant, dans la mise en place, dans l'affectation des magistrats, et que les magistrats acceptent d'aller là-bas. On nomme des magistrats à ces postes-là, ils demandent les mises en disponibilité. Je demande vraiment que le Conseil supérieur de la magistrature soit strict par rapport au respect de sa mise en place qu'il va mettre en place, permettez-moi la répétition, pour qu'on ait des magistrats au nord Ubangi, au sud Ubangi, à Sakania, ainsi de suite, que les magistrats ne puissent pas préférer que Lubumbashi, Chikapa, Kinshasa, Goma, ainsi de suite. Donc il faudrait que l'on respecte cela. En tout cas, c'est depuis 1960 à ce jour que l'on a connu quand même non seulement la nomination de plusieurs magistrats, mais également l'augmentation de leur salaire. Alors, si on le met dans les bonnes conditions, ça va aider à mettre fin à la corruption, mettre pas tous les mots que les chefs a critiqués jadis. Madame, vous savez, la corruption est en français, c'est un mot français. La corruption, même en Belgique, quand vous allez en Belgique, j'étais en Belgique dernièrement, vous allez regarder les infrastructures. L'argent qu'on vous sort pour la réhabilitation des infrastructures, c'est en tout cas colossal par rapport aux réalisations que vous allez voir sur le terrain. Ah bon? Bon, peut-être que ce sont les Belges qui nous ont inoculé cette maladie de la corruption. Aussi longtemps que le monde sera monde, la corruption sera là. Il faudrait tout simplement que l'éthique, que la moralisation soit davantage amplifiée. Parce que le comble avec les Congolais, nous n'avons pas la conscience nationale collective. C'est tout ce qui nous manque. C'est-à-dire quand quelqu'un est là tellement, il est dans le désespoir comme Nkumu, une fois qu'il est nommé directeur de cabinet, donc il va chercher à assurer les arrières. Donc il va chercher à assurer sa vieillesse, tout ça, ses enfants, ainsi de suite. Donc vous comprenez, c'est ça le problème avec les Congolais. Alors nous allons terminer avec cette phrase. Le chef a demandé un deuxième mandat. À travers cette phrase, nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de certains, de cet élan progressif en avançant, voilà, main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Mais le chef de l'État a prononcé un discours aux allures des bilans devant la nation et il a conclu pour lui tout ce qui a été fait, tous les efforts consentis, tout l'argent utilisé, c'est pour apporter un certain bien-être à la population. Et c'est-à-dire que si nous voulons, je suis dans la logique de Félix Tshisekedi, continuer sur cet élan, nous devons prendre le même chemin. Qui conduit, avec lui, deuxième mandat. Bon, c'était aussi l'ouverture. Au départ, j'ai dit que c'était l'ouverture de la campagne, mais lui était dans son rôle de chef de l'État. Donc, si malheureusement, ça lui apporte l'occasion de parler de lui, au même moment comme candidat, parce qu'il s'est vendu par rapport à son bilan, oui. Même si certains peuvent le discuter. Mais le problème est que, j'ai dit au départ, madame, rapidement, que cette fenêtre-là, ce que nous avons fait là, a intéressé le monde entier. Il y a un aspect qu'on n'avait pas touché ici. Nous avons le lithium, nous avons l'uranium, nous avons tout qui intéresse le monde aujourd'hui dans la transition écologique. Nous avons l'hydroélectrique, nous avons le lithium. Il y aura une foire qui va s'organiser par le ministre de l'Énergie rapidement. Tous les grands constructeurs, des téléphones, des voitures viendront ici. Le Congo nous intéresse. C'est-à-dire que vendre le Congo à l'étranger, comme le fait Jésus Noé Chek, qui est allé parler de la mobilité dans la ville de Kinshasa, à l'Assemblée nationale. En France, il manque de gens. Permettez-moi de revenir sur ce que nous avons dit avec Kadé ici. Nous n'avons pas de gens pour vendre le Congo, madame.
Ça, ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas les gens pour vendre le Congo. S'il y a des compatriotes il a cité Jean-Marie Kassamba. Moi, je cite Noël qui est allé parler de la mobilité du plan de développement, directeur de développement de la ville de Kinshasa à l'étranger. Une manière de redorer les blasons. Si la RTNC peut nous donner des belles images, un son meilleur que le discours du chef de l'État ne puisse pas être coupé pendant que le monde entier attend sur le plan de le lithium, sur le plan de coltan, sur le plan de l'uranium. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, ça serait encore beaucoup mieux. Merci Serge Tseka. Mais quand il dit qu'il faut faire le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis de cet élan progressif. Répartir à zéro, mais nous sommes répartir à zéro le principe de la continuité de l'État. Non, répartir à zéro. On va répartir à zéro. Répartir à zéro, vous allez prendre un gestionnaire d'un hôpital, vous allez le placer à la tête du pays. Il n'a jamais géré quelque chose d'important en politique. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous prenez un commerçant de poissons, un vendeur de poissons. Vous allez le placer, c'est lui qui a vendu pratiquement tous les Katanga. Et pendant son règne, il a investi. Il a ravi mes amis. Je connais les amis quand j'étais à l'université de Lubumbashi, qui payaient leurs études en fabriquant les braises. Mais lui a vendu même la braise. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Katumbi qui sont en train de le vanter ici à Kinshasa. Katumbi va même vous ravir la vente, il va industrialiser la fabrication de la chikwang. Katumbi va commencer à vendre la chikwang ici. Ça, je vous dis. Même les Mupeshi, les Matakita, les Kitamata, les restes ici. Katumbi va industrialiser cela ici à Kinshasa. Les gens ne connaissent pas. Je parlais de la continuité de l'État. Non. Vous avez le choix entre repartir à zéro avec un commerçant, comme Katumbi, avec un gestionnaire d'un hôpital, comme Mukwege, ou nous consolidons les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, avec espoir que nous retournions à la gratuité même au niveau de l'université. Parce que moi, je me rappelle, j'avais mon grand frère, quand il était à l'université de Lubumbashi, avant qu'on les chasse, ils étudiaient presque gratuitement à l'université. Et en contrepartie, ils avaient un salaire. Demandez à Nkoumou qui est en face de moi, ici sur ce plateau, il a fait l'université, ils avaient la bourse, on leur payait. Donc, vous avez un étudiant à l'université qui a envoyé de l'argent chez nous, à mon père. Pourquoi? Parce qu'on leur payait. Donc, on a cet espoir-là, on consolide les acquis et on avance. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État a dit. Nous pouvons consolider l'élan de la construction, par exemple avec le programme national de développement à la base des 145 territoires. Nous pouvons poursuivre cela. Vous allez voir les hôpitaux qui ont été construits, vous allez voir les écoles qui ont été construites dans nos villages, et chacun se retrouve dans ça. Et après vous avez les universités, hein? L'université de Kananga a des bâtisses, l'université de Beni a des bâtisses, l'université de Mbujima a été construite. Donc nous avons l'avantage de poursuivre avec quelqu'un qui est de père et de mère, dont nous connaissons sa mère, dont nous connaissons son père. 5 ans encore. 5 ans encore. De toutes les manières, avec le scrutin universel à un tour, à majorité simple, je ne vois pas qui peut battre Félix-Antoine Tshisekedi. Attendons les urnes. Merci Joël. En dehors de la contestation que Katumbi prépare, la guerre qu'il prépare avec Kagame, qui va encore échouer, avec le président Sassou Nguesso, je vous dis que ça va échouer. Vous en avez le Je vous dis que Tshisekedi sera réélu. Merci Joël, merci Serge. Et la guerre sera gagnée. Merci Serge Tseka. Merci Gisèle. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de moi, vous ne me dites pas merci, madame. J'ai dit merci, Joël. Merci, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Merci à Yves Lechangui, Moro Nzambi, Aleka Bongo. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Voilà, messieurs, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.